Martin, tu nous parles aujourd'hui d'une nouvelle approche qui pourrait aider des enfants aux prises avec un déficit moteur cérébral, mais tu vas d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un déficit moteur cérébral. Bon, le déficit moteur cérébral, c'est un problème de contrôle des muscles. Ça survient chez des enfants qui ont une lésion au cerveau, qui ont subi une lésion au cerveau, soit de façon congénitale, soit due à un accident comme une hémorragie ou une méningite, par exemple. D'accord. Ces enfants-là vont avoir une difficulté à effectuer certains mouvements. Parfois, le problème va être important, dans le cas de paralysie cérébrale, par exemple, mais ça peut être aussi plus léger. Et dans ces cas-là, la science peut les aider. Marcher, sauter, saisir un objet. Des gestes en apparence simples, mais pour 4000 enfants au Québec qui souffrent d'un déficit moteur cérébral, ces petits gestes relèvent parfois de l'impossible. Des chercheurs d'ici pourraient par contre changer le cours des choses et redonner à ces enfants une plus grande mobilité. Comment? En décomposant leurs mouvements, un peu comme l'ont fait avant eux les photographes au début du 20e siècle. Depuis qu'on connaît la photographie, l'homme s'est intéressé au mouvement et a cherché à analyser le mouvement de l'homme, des animaux. Et puis aujourd'hui, les technologies ont évolué et on continue à s'intéresser, y compris en clinique, avec les technologies actuelles. Maxime Raison est ingénieur mécanique et titulaire de la chaire de recherche en génie de la réadaptation pédiatrique au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Dans son laboratoire, il décortique le mouvement un muscle à la fois pour éventuellement aider les enfants atteints d'un déficit moteur. Une bonne partie des enfants qui ont un déficit moteur cérébral ont de la spasticité qui se traduit par des contractions musculaires qui sont non volontaires et qui les empêchent de réaliser les mouvements du quotidien simplement. Donc ils ont plus de difficultés à effectuer, à prendre des objets, à se nourrir, à s'habiller et à effectuer des mouvements comme de la marche ou faire du sport. Pour comprendre comment certains muscles limitent le mouvement, Maxime Raison et son équipe ont développé une approche qui permet de mesurer la contribution de chaque muscle. Pourquoi? Parce que chaque mouvement peut être réalisé en activant différemment les muscles. Donc, si je fais ce mouvement de flexion-extension, est-ce que vous voyez quelque chose de différent se passer? Probablement non, le mouvement est le même. Par contre, à l'intérieur, ce mouvement, je peux le réaliser de deux manières différentes, soit en étant très relaxé, donc mes muscles ne sont pas très activés, soit en co-contractant très très fort mes muscles, ça veut dire en les activant très très fort. Pour mettre au point son protocole, l'équipe s'est d'abord intéressée au mouvement du bras, en étudiant et en comparant des sujets touchés ou non par la paralysie cérébrale. Leurs outils, des capteurs et des électrodes. Le but étant d'aller mesurer le mouvement de ces capteurs à l'aide de caméras. Ces caméras sont des caméras infrarouges qui sont capables de repérer le mouvement de chacun des capteurs. Et puis par ailleurs, on va placer des électrodes sur les muscles qui permettent donc de mesurer l'activité musculaire de chacun des muscles où on a placé des capteurs. En jumelant les données obtenues grâce aux capteurs et aux électrodes, Maxime Raison obtient un portrait précis de la contribution de chaque muscle à chacun des mouvements. On est capable d'aller retirer des indicateurs qui nous permettent de voir des différences entre des sujets qui ont un déficit moteur cérébral et des sujets qui n'en ont pas. Par exemple, ici, on voit qu'au niveau de l'activation musculaire du triceps, il y a une activité beaucoup plus importante lors du mouvement que chez le sujet qui n'a pas de déficit moteur cérébral. Et c'est pour nous un indicateur quantifié, objectif, qui permet de voir une différence, ou en tout cas une sévérité de la pathologie. Pour comprendre comment ces mesures peuvent être utilisées, il faut se tourner du côté des thérapeutes qui travaillent à améliorer la condition des jeunes patients. Tiens-toi grand. En fait, ce qui est vraiment innovateur dans le protocole qui a été mis de l'avant par Maxime Raison, c'est d'avoir des données mesurables, quantifiables. C'est que ça nous permet de vraiment cibler notre intervention. Puis ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait encore, de vraiment faire le lien entre « mais qu'est-ce qui fait que le mouvement est pas complet? Pourquoi? » Karine Trudel est ergothérapeute au Centre Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine. Elle a aidé Maxime Raison à développer le protocole du mouvement du bras. Actuellement, au niveau de l'évaluation, on va faire ce qu'on appelle l'analyse de mouvement, qui est une analyse qui est qualitative. Donc, on regarde comment l'enfant bouge son bras, puis on analyse ce mouvement-là.
C'est en se basant entre autres sur cette analyse qualitative que l'ergothérapeute décide des soins qui seront apportés à l'enfant. Le rôle de l'ergothérapeute en pédiatrie, c'est vraiment d'aller évaluer les capacités et incapacités d'un enfant, puis faire le lien avec comment ça l'empêche de fonctionner dans son quotidien, d'être le plus autonome possible. Toutes les billes. Pour y parvenir, Karine Trudel fait faire une série d'étirements et d'exercices musculaires à ses patients. Le but est de renforcer les muscles opposés à ceux qui se contractent involontairement. Au fil des séances d'entraînement, elle peut voir si la condition de son patient s'améliore ou pas. Mais avec un outil comme celui développé par Maxime Raison, cette évaluation pourrait être facilitée. En fait, l'approche pourrait nous aider beaucoup pour ce qui est d'évaluer le progrès de l'enfant. On peut évaluer avant un traitement, puis ensuite on peut évaluer après. Donc à ce moment-là, on aurait vraiment des mesures qui nous montrent l'évolution de l'enfant. Est-ce que tu es capable de l'enlever de toi-même? L'approche de Maxime Raison pourrait aussi s'avérer fort utile aux médecins. Les soins des médecins sont assez particularisés à chacun des muscles, notamment par l'injection de toxines botuliques au niveau de différents muscles, pour diminuer leur niveau d'activation, pour relaxer le muscle. Et notre protocole permettrait en fait de les aiguiller, de les aider à savoir quel muscle cibler pour tel traitement. Aujourd'hui, plus besoin de s'en remettre à une série de photos pour décomposer le mouvement. Les technologies permettent aux chercheurs de comprendre nos gestes de l'intérieur et donc de raffiner les traitements. Martin, on vient de dire dans le reportage qu'un des traitements qu'on propose aux enfants, c'est de leur injecter du Botox, c'est-à-dire la toxine botulique. Moi, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris. C'est vrai que c'est surprenant, hein? Les médecins vont utiliser cette approche-là quand les exercices des ergothérapeutes et des physiothérapeutes ne suffisent plus aux soins de l'enfant. Ils vont alors injecter la toxine botulique directement à l'endroit où les muscles sont hyper contractés. Et ça les détend. Ça les détend. C'est une technique qui fonctionne un certain temps. Éventuellement, quand la douleur est trop présente, les médecins vont avoir recours plutôt à de la chirurgie. On parle alors de prolonger la longueur de certains tendons ou même de sectionner certains nerfs. Okay. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, donc dans le cas des chirurgies ou des injections, Maxime Raison s'attend vraiment à ce que son approche permette vraiment de mieux cibler quels sont les muscles à attaquer. Et j'imagine que cette technique-là, ça peut servir à d'autres types de patients? Effectivement, on s'attend à pouvoir l'utiliser chez des enfants qui ont un problème de dystrophie musculaire, aussi chez l'adulte, des gens qui auraient, par exemple, eu un ACV et donc qui auraient un côté paralysé suite à l'ACV. Alors, tout ça est plein de belles promesses, finalement. Bien, merci de nous en avoir parlé. Ça fait